En 1905, l'année de la disparition de l'écrivain au long cours, et ça c'est véridique, un 24 mars, et c'est fortuit, hein, la coïncidence est fortuite, mais bon. Eh bien, Jules Verne, donc, l'année de sa disparition, le cinéma, on l'appelait à l'époque le cinématographe, n'avait alors que 10 ans. Et pourtant, l'immense romancier aura le bonheur de voir 5 adaptations de ses romans entre 1901 et 1905, 5 adaptations de ses romans pour le cinéma. Elles sont signées par les plus illustres pionniers du 7e art, dont le magicien du cinéma, Georges Méliès, à qui l'on doit en 1902 un petit bijou de 13 minutes, Le voyage dans la lune. Et puis, plus tard, en 1912, 20 000 lieues sous les mers. En 1909, son grand rival, Secondo de Chaumont, réalisera Voyage au centre de la Terre, qui sera repris en 1959 par Henry Levine avec James Mason, l'inoubliable interprète quelques années plus tôt du capitaine Nemo aux côtés de Kirk Douglas dans l'adaptation de Richard Fleischer pour les studios Disney de 20 000 lieues sous les mers. 20 000 lieues sous les mers est le roman qui témoigne le plus, on peut dire, de la passion exacerbée de Jules Verne pour la mer. Cette passion de la mer s'explique sans doute par le fait qu'il était né à Nantes, ville maritime par excellence, dans une famille qui comptait dans ses ancêtres de nombreux navigateurs et armateurs. C'était le 8 février 1828 et, dès l'âge de 6 ans, il prit ses premières leçons de la veuve d'un capitaine au long cours. Et à 8, il entra avec son frère au petit séminaire de Saint-Donatien. En 1839, ayant acheté l'engagement d'un mousse, comme cela se faisait à l'époque, il s'embarque sur le 3 mâts le Concorde, la Coralie, un long courrier qui, en partance pour les Indes. Rattrapé à Paimboeuf par son père, l'avoué Pierre Verne, qui entend bien que son fils lui succède un jour, il lui avoua être parti pour rapporter un collier de corail à sa cousine, la jolie Caroline Thomson, au stein de pêche, pensionnaire au couvent de l'Adoration. Rudement tensé, il promit solennellement « Je ne voyagerai plus qu'en rêve ». Les années passèrent, Jules Verne, effectivement, ne voyageait plus qu'en rêve, contrairement à son frère Paul, qui lui était devenu capitaine au long cours. Sagement, Jules étudiait le droit à Paris. Quant à la cousine Caroline, dont il était autant amoureux, jeune homme qu'enfant, elle l'avait dédaigné, en dépit de ses calembours et de sa drôlerie, pour épouser un autre cousin. S'il étudie le droit, bon gré, mal gré, il s'intéresse alors au théâtre, et il écrit des pièces. Un jour de 1850, il a alors 22 ans, il présente à Alexandre Dumas, alors directeur du théâtre historique, une de ses pièces, Les pailles rompues. Et pour son plus grand bonheur, le grand Alexandre Dumas, dont la générosité était proverbiale, accepta sa pièce. Toutefois, celle-ci ne fut représentée que 12 fois. Et de méchantes langues prétendirent alors qu'elle contribua à la fermeture du théâtre historique. Quoi qu'il en soit, son jeune auteur allait mener une existence qui confinait à la misère. Ses parents ne lui envoyaient que ce qu'il fallait, non pour vivre, mais pour ne pas mourir de faim. Et encore. « J'ai les dents longues, écrit-il. Le pain est si cher, donnez-moi de l'argent. » Alexandre Dumas, qui après avoir connu la richesse et le succès avec ses pièces et ses grands romans, traversait lui-même une période difficile depuis la faillite du théâtre historique, et s'efforçait alors de rebondir sur la scène politique, mais sans grand succès, conservait toutefois de nombreuses relations dans le milieu du théâtre. Et il parvint à faire obtenir
à Jules Verne une place de secrétaire au théâtre lyrique, qui lui apporta 100 francs par mois et lui permit de manger de temps en temps à sa faim, mais non de se vêtir. Bientôt, il n'eut même plus de bas de laine. Ils sont morts et enterrés avec les honneurs qui lui sont dus, écrit-il à sa mère. Ceux que je mettrai l'hiver prochain sont encore à paître les vastes prairies du Berry. Quelles que soient les circonstances, il ne se départit jamais de sa charmante drôlerie naturelle. Un ami nantais, qui lui avouait son envie de se marier, il écrit « Songe que tôt ou tard, je serai appelé à devenir le consolateur de ta femme. Tu connais mes goûts. Choisis-la donc en conséquence, je te prie. » La lettre fit scandale et sera montrée à Maître Verne, qui accuse à son fils de scandaliser toute la ville. Jules Verne se défend comme il peut. Je mène pourtant une vie exemplaire, et Saint-Simon Stylite, qui passa 10 années sur le haut d'une colonne pour être agréable au ciel, n'approche pas de ma vertueuse conduite. Je ne mange pas encore précisément de la fiente d'oiseau, mais la viande dont je me contente a dû traîner dans bien des omnibus de Paris. Et il continua d'écrire des pièces dramatiques. Mais si son opérette, Colin Maillard, est représentée une trentaine de fois dans la capitale, il ne parvient pas à s'imposer et à se faire une place, même modeste, dans la société. Il a déjà 29 ans. Il n'a pas de situation stable et n'est pas marié. Il vient cependant de rencontrer une jeune femme veuve avec 2 petites filles. Elle se nomme Honorine de Viane et il décide de l'épouser. Comme il lui faut une situation stable, il achète, avec l'aide de son père, une partie d'une charge d'agent de change. Et voici donc notre joyeux blagueur, amateur de jeux de mots, qui s'astreint à se rendre tous les jours à la bourse, coiffé de son chapeau haut de forme. Mais le même homme travaille mystérieusement dans son bureau. Il écrit avec acharnement. Des pièces de théâtre? Oui, certainement. Et surtout, des notes scientifiques prises au hasard de lecture et de conversation, notes qui viennent s'entasser dans un tiroir. Il s'intéresse particulièrement alors à l'aérostation. Cependant, son vieux rêve d'enfant, les voyages, se réveille peu à peu en 1855. Un agent à Saint-Nazaire, d'une compagnie de navigation, lui offre le passage gratuit aller et retour en Écosse. Ainsi, pour la première fois depuis son enfance, Jules Verne retrouve la mer. Il emmagasine, durant ce voyage, des images qui viendront plus tard animer et colorer ses livres. C'est le ciel d'Écosse, ce sont Édimbourg, l'enfumé et le grouillement du port de Liverpool. Ce sont les fonds sous-marins de la grotte de Fingal, ce palais enchanté. Un peu plus tard, second voyage, les fjords norvégiens et le soleil de minuit. Les vieux volcans de l'Islande se gravent dans son esprit comme un burin, et Jules retrouve à nouveau son rêve. Oui, il rêve. Il rêve, mais il se sent découragé. Je m'effraie, dit-il, de me voir à 32 ans, là où j'en suis, alors que je pensais avoir acquis à 35 ans une situation stable en littérature. Ces pièces de théâtre ne lui suffisent plus. Il veut aller plus loin. C'est alors qu'au cercle de la presse scientifique, il rencontre Félix Tournachon, dit Nadar, le fameux photographe qui, comme lui, était le partisan de toutes les idées nouvelles et un peu folles auxquelles personne ne croyait. Les 2 hommes sympathisent, ils ont une passion commune, l'aérostation, pour ne pas dire l'aérostomanie.
tandis que Nadar achève les plans d'un ballon gigantesque, le Géant, l'une de ces idées folles auxquelles personne ne croyait, Jules Verne écrit une histoire de ballon et noircit force papier. Que de papier, soupire Honorine au mois de mai 1862, que de papier, pourvu qu'ils ne finissent pas tous sous la marmite. Jules Verne propose son manuscrit, ça et là, mais personne ne s'intéresse à ces petites histoires décousues, racontant des épisodes imaginaires et invraisemblables, de la traversée par exemple de l'Afrique en ballon, le tout mêlé d'études sur l'aérostation et le continent noir. Il écrira un jour à son père qu'il lui venait souvent à l'esprit des choses invraisemblables. Et il ajoutait, en fait, elles ne le sont pas. Tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres hommes sont capables de le réaliser. Mais les éditeurs continuent à refuser son manuscrit. Et découragé, Jules Verne songe même à le jeter au feu. Sur le conseil d'Alexandre Dumas et de Nadar, il se présente un matin d'automne 1862 chez l'éditeur Jules-Pierre Hetzel, rue Jacob à Paris. Dans le fond du magasin de l'éditeur s'ouvre une porte, sa chambre à coucher. Une chambre toute tendue de splendides tapisseries. Hetzel travaille tard et le soir et se repose le matin en demeurant au lit en recevant ses visiteurs. L'entrevue est brève. Jules Verne dépose son manuscrit et Hetzel l'invite à repasser dans 15 jours. 2 semaines plus tard, Hetzel, toujours au lit, le complimente et lui demande de nouer ces épisodes entre eux, d'en faire un roman véritable et de le lui rapporter. Jules Verne est ému comme un collégien, balbutie des mots sans suite et 15 nouveaux jours plus tard apporte à Hetzel, encore couché, le manuscrit de 5 semaines en ballon. 1 mois plus tard, 5 semaines en ballon affrontaient les vitrines des librairies Hetzel. Ce fut un succès absolument foudroyant. Jules Verne, enthousiaste, quitta aussitôt ses fonctions à la bourse. Le livre de Jules Verne était en fait bien plus beau que la réalité. En effet, Nadar et son Géant s'envolèrent bientôt pour l'Afrique, un noir à bord devant servir d'interprète, mais l'aérostat n'alla pas au-delà de mots. Plus tard, Jules Verne, reconnaissant, fera de son ami Nadar le principal personnage de son premier roman, Interstellaire, de la Terre à la Lune, sous le nom de Michel Ardan, anagramme de Nadar. La passion de la mer, toujours cette même passion immense de Jules Verne pour la mer, allait le conduire 3 ans plus tard à visiter la plupart des ports français et en 1866, 1 an avant Voyage au centre de la Terre, à la demande de Hetzel, sera publiée dans Géographie illustrée de la France et des colonies une série de fascicules sortis jusqu'en 1880 destinés aux lycéens, étudiants et enseignants. Comme toujours chez Jules Verne, ces textes très peu connus seront le fruit d'un travail colossal de documentation et d'observation sur le terrain. C'est ainsi que pour rédiger ces fascicules, il visitera de nombreuses villes françaises, dont évidemment Marseille, et sa description de notre ville et de ses habitants ne manque pas d'intérêt. Marseille était une ville sans monument, laide d'aspect, et son port, source de sa fortune, insuffisante et insalubre, compromettait la santé publique quand l'administration locale et le gouvernement se sont unis pour transformer la vieille cité phocéenne. Elle n'avait pas conservé de vestiges de l'ancienne occupation romaine, sauf quelques ruines d'un édifice découvert sous les bâtiments de l'abbaye Saint-Sauveur, qui ont été classés parmi les monuments historiques. À cette classe appartiennent, entre autres, l'église de Saint-Victor,
seul reste de la vieille abbaye de ce nom, où le roman se mêle au gothique, les catacombes où Saint-Victor fut enseveli, et qui se prolonge jusqu'au-dessous du port. L'hôtel de ville, orné des sculptures de Puget, et là, le Puget, dont les colonnes sont dues aux merveilleux ciseaux du sculpteur marseillais. On peut citer en dehors de cette classification Notre-Dame du Mont-Carmel, réédifiée dans la vieille ville en 1621, et remarquable par l'élévation de la voûte. L'église Saint-Théodore du XVIIe siècle, dont la façade est moderne. La seule chapelle qui reste dans l'ancienne église des Accoules, avec une haute flèche. L'église des Chartreux, ornée de 2 jolis campaniles. Le grand théâtre, qui date de 1784 et dont la façade est ornée de 6 colonnes ioniques, que nous connaissons très bien avec Madame Bonnet. Il faut y avoir mené nos souliers quelquefois. Hein? Oui. Le couvent des Bernardins, en attendant la translation sur le plateau de Longchamp, et dans lesquels l'école italienne, allemande, flamande, hollandaise et française sont bien représentées par Carache, Philippe de Champaigne, Van Dyck, Rubens, le Pérugin, Puget, Ingres, Corot, etc. Il faut préciser que Jules Verne, républicain de cœur, était cependant très favorable au Second Empire et à sa politique de rénovation urbaine, qui fut très importante. On peut dire que Marseille a été transformée sous le Second Empire, et qu'il fut l'unique récipiendaire de la Légion d'honneur décernée par l'impératrice régente le 11 août 1870, après que l'empereur eût été fait prisonnier par les Allemands. Il rend donc hommage dans ce portrait de la cité phocéenne aux grands travaux accomplis par Napoléon III et énumère consciencieusement les monuments de la ville. Alors les principaux édifices modernes de Marseille sont la nouvelle cathédrale, basilique de style byzantin que l'on construit sur le terre-plein le long du port de la Joliette. Le palais épiscopal, l'un des plus beaux de France, la nouvelle église romano-byzantine élevée au sommet d'une haute colline sur l'emplacement de la célèbre chapelle de Notre-Dame de la Garde, l'église de la Trinité, l'immense église de Saint-Michel qui peut contenir 4000 personnes, le temple protestant, la bourse, le palais de justice bâti en 1858 sur le cours Bonaparte, le nouvel hôtel de la préfecture, vaste parallélogramme dont les jardins longent la rue de Rome, l'observatoire, la faculté des sciences, la gare du chemin de fer, la gare maritime, etc., etc. Marseille, selon lui, est une ville qui, sans renier son passé, possède la faculté rare de pressentir ce que sera l'avenir et de s'y préparer en s'ouvrant sans appréhension à la modernité. Il évoque ainsi, dans ce même fascicule, ses grandes rues et ses fastueux boulevards, et en particulier ses 50 places. Les plus remarquables sont la place royale, qui s'ouvre sur la Canebière et que décore la statue d'Auger. La place Saint-Michel, située sur une hauteur qui communique avec l'ancienne ville par une succession de rampes décorées de massifs de verdure. La place Saint-Féréol, à l'extrémité de la rue de ce nom. Les places de la Rotonde, des Moulins, la place Villeneuve, presque toutes ornées de fontaines. Les grandes rues et les boulevards de la ville sont, après la Canebière, l'immense artère qui traverse Marseille d'est à l'ouest sous le nom de la rue d'Aix. Cours Belzunce, Cours Saint-Louis, la rue de Rome, les rues Beauvau, Paradis, Saint-Féréol, Noailles, la nouvelle rue impériale qui rattache l'ancien port au nouveau, les allées de Mélian et les Capucines.
le cours de Longchamp, dont le plateau va servir d'assise au Muséum d'histoire naturelle, au musée des Beaux-Arts, au château d'Eau, le cours Bonaparte avec son pittoresque jardin, puis en dehors de la ville, le Prado, long de 4 km qui va finir à la mer, le château des Fleurs, la route de la Corniche, où s'élève la nouvelle réserve, l'hippodrome, le champ de course, et enfin les châteaux, des villas, des résidences impériales, le château d'If sur l'îlot construit par François Ier, les îles Pomègue et Ratonneau. Alors, Jules Verne était donc un passionné de sciences, et ce passionné de sciences est impressionné particulièrement par l'Observatoire de Marseille, qui, grâce au grand astronome Le Verrier, le découvreur de la planète Neptune, s'était enrichi depuis peu du superbe télescope à miroir en verre argenté construit par le physicien Léon Foucault. Celui-ci s'était rendu célèbre en 1851 en démontrant la rotation de la Terre avec l'aide d'un pendule, qui porte son nom d'ailleurs, formé d'une sphère de 28 kg suspendue à la coupole du Panthéon par un fil de 27 mètres de long. Pour Marseille, qui souhaitait depuis longtemps s'équiper d'un télescope puissant, ce fut une opportunité formidable. Le télescope de Foucault représentait 20 000 fois la surface d'un œil humain. Et son installation à Marseille, encouragée par le maire Balthazar Rouvière, attira dans la ville de nombreux scientifiques et des amateurs éclairés, parmi lesquels on peut l'imaginer sans mal, Jules Verne, qui rêvait déjà à cette époque de voyage dans les astres. À Marseille, Foucault réalisera l'exploit de distinguer une étoile double séparée de 0,4, un pouce vu à 12 km, pour vous donner une idée. Et ce qui est finalement la performance actuelle du télescope spatial Hubble. Et on peut dire sans exagérer et sans galéjade, que c'est sur ce télescope, depuis Marseille, que furent accomplis les premiers pas de l'astronomie vers l'astrophysique et l'étude des galaxies. Jules Verne, au cours de son séjour marseillais, est aussi très intéressé par le fameux canal de la Durance. Il parle même de la révolution du canal de la Durance qui fournit à Marseille 10 mètres cubes d'eau par seconde. Et il ajoute que c'est grâce à ce canal que la campagne de Marseille s'est transformée et s'embellit de parcs et de jardins qui en changent si heureusement l'aspect. Il précise d'ailleurs que Marseille est maintenant la 3e ville de France et qu'au point de vue maritime et commercial, elle occupe le premier rang. Quant à ses habitants, voici ce qu'il en dit. Les Marseillais sont généralement de taille moyenne, alertes de corps, leur physionomie est mobile, leur caractère inflammable. Ils sont sensuels et cependant facilement sobres, ardents au gain, joueurs, amateurs de danse et des exercices violents. L'imagination chez eux est une faculté dominante. Mélange de populations les plus diverses, leur langue est celle de tous les ports de la Méditerranée. Ils sont français, ils sont encore plus provençaux. Et ce n'est que sous l'action incessante du gouvernement central de Marseille que Marseille consent aujourd'hui à reconnaître dans Paris la capitale d'une patrie commune, sauf pour le football. Le peuple proprement dit a conservé les variétés des costumes que dépeignent les anciens voyageurs. Celui des femmes se compose toujours d'un jupon simple et court, tombant à moitié de la jambe, de souliers sans talons ornés de grandes boucles, d'un corsage blanc ou noir, laissant le bras presque nu, de dentelles dans les cheveux, et des chapeaux noirs sans ruban, à fond étroit et à large bord. Alors, en fait, on sait très peu de choses sur le séjour du romancier à Marseille, si ce n'est qu'il se situe vraisemblablement en 1863,
Mais il y rencontra un homme qui allait le marquer profondément, le professeur Philippe Materon. Et il ramènera de son séjour à Marseille et en Provence, et de sa rencontre avec Philippe Materon, des éléments essentiels de son second roman, Voyage au centre de la Terre. Qui était donc ce Philippe Materon, dont le nom n'évoque plus grand-chose aujourd'hui, même aux Marseillais et aux Provençaux? Pour répondre à cette question, remontons, si vous le voulez bien, de quelques années, une vingtaine d'années en arrière. Nous sommes en 1843, dans la chaîne de la Nerte, qui semble érigée par la nature pour barrer la route au Mistral. La chaîne de la Nerte, ou chaîne de l'Estaque, sépare le golfe de Marseille de l'étang de Berre. Elle est impressionnante, mais pourtant ne dépasse pas 280 mètres. C'est pourquoi le terme de montagne, couramment utilisé autrefois, a été remplacé de nos jours par celui plus approprié de colline. Et c'est dans ces collines, au-dessus de l'Estaque, immortalisée par Cézanne et par Renoir, que niche le vieux hameau de la Nerte et sa chapelle Notre-Dame de la Galine, une des plus anciennes paroisses du terroir marseillais, consacrée en 1042 par Ponce II, évêque de Marseille, et aussi l'ultime témoin d'un village qui fut autrefois très actif. Il n'est accessible que par une seule route qui part allègrement de la plage de l'Estaque, distante de 5 km. Tous les Marseillais connaissent Notre-Dame de la Galine, qui fut un lieu de pèlerinage très prisé par nos compatriotes. Le rayonnement de la dévotion populaire dépassa d'ailleurs le cadre local à partir du milieu du XIXe siècle, et le pèlerinage traditionnel du 8 septembre se développa considérablement au point d'attirer des pèlerins venus même de Naples. On comptera même entre les deux guerres jusqu'à 3000 personnes. L'objet de l'antique vénération de toute une région, le but même en fait de ce pèlerinage était une humble statue en bois massif, datant sans doute du XIVe siècle, représentant la Sainte Vierge, assise vraisemblablement sur un tabouret, et retenant de sa main gauche l'enfant Jésus, qui tient serré contre lui une petite poule blanche. La poule évoquant depuis toujours une idée de protection, et la poule blanche, dans la mystique du Moyen-Âge, l'âme sauvée, donc le salut. La Galine, la petite poule blanche de la Nerte, fit longtemps l'objet de la grande ferveur des paroissiens de la Nerte, mais aussi de la cité phocéenne et de toute la Provence, presque à l'égal de la Vierge elle-même. Sa popularité, sa notoriété atteignirent des sommets lors de la peste de 1720, et dans les années qui suivirent, bien que le rayonnement de cette dévotion resta local jusqu'au milieu du XIXe siècle. Mais pourtant, la petite poule faillit bien être détrônée, en 1845, par un autre animal, beaucoup plus inquiétant et mystérieux. Un animal fascinant, qui fit connaître la Nerte dans le monde entier, et ouvrit un chapitre inédit et fabuleux de l'histoire de notre planète. Marseille, sous la monarchie de Juillet, avait entrepris un certain nombre de grands travaux pour faciliter les déplacements, dont le percement d'un tunnel dans la chaîne de la Nerte, qui avait été confié à Gustave Desplaces, ingénieur des ponts et chaussées. Celui-ci, lors des premiers temps du chemin de fer en France, construisit une grande partie du réseau méditerranéen, dont le tunnel ferroviaire de la Durance. Durant les travaux de la Nerte, les ouvriers découvrirent un jour des ossements mystérieux, de plus en plus nombreux à mesure que le creusement avançait. Gustave Desplaces, intrigué, les regroupa soigneusement. Il rencontra peu à peu Philippe Materon, qui était depuis 1836 agent envoyé en chef du département. À l'occasion du percement du tunnel de la Nerte, Philippe Materon était chargé de dresser la coupe géologique de la région.
Desplaces lui remet les singuliers ossements qui suscitent aussitôt l'intérêt du géologue. Il étudia longuement les restes et il parvint en 1869 à décrire de façon très précise l'étrange animal de la Nerte. Il s'agissait d'un dinosaure herbivore qui atteignait environ 3 mètres de longueur, daté du milieu du Crétacé, c'est-à-dire entre 100 et 120 millions d'années, et fut baptisé Rhabdodon priscus. Il était assez légèrement bâti et devait adopter fréquemment une posture bipède pour se déplacer. Ses dents, en forme d'éventail cannelé, lui permettaient de trancher une nourriture végétale, essentiellement des feuilles d'arbustes et de buissons, puisqu'il faut quand même rappeler l'herbe au sens où nous l'entendons généralement aujourd'hui, c'est-à-dire les graminées, n'existait pas encore à son époque. Il vivait sans doute en groupe, en Provence, mais aussi en Espagne, en Autriche et en Transylvanie, où l'on retrouva également plus tard les restes du Rhabdodon. Il fut probablement le produit d'une évolution locale sur des îles qui composaient au Crétacé supérieur l'archipel européen. La découverte du Rhabdodon attira donc l'attention du monde entier sur la Nerte et sur cette région marseillaise, tout au moins celle du monde scientifique. Les Marseillais, les Provençaux n'apprirent la présence de cet animal mystérieux que par le traditionnel bouche-à-oreille. La médiatisation des découvertes scientifiques n'était pas encore entrée dans nos mœurs, et comme aujourd'hui, et monsieur tout le monde se contentait d'exégèse. On parla pourtant beaucoup, à partir de 1870 jusqu'à la fin du siècle, de l'étrange créature de la Nerte qui devint bientôt une célébrité. Peu de gens connaissaient alors le terme récent de dinosaure, et l'on évoquait tout simplement la bête. La bête qui venait en quelques instants, en quelques années tout au moins, de faire connaître au monde ce petit coin bucolique de Provence, et l'on devait tout cela à Philippe Materon. Clin d'œil sans doute de la divine providence à celui qui, durant toute sa vie, ématant fouillé dans la terre et examiné les pierres, la nature l'avait taillé dans la pierre, comme un coup de huchette. Il dormait peu, travaillait beaucoup, était curieux de tout. Il possédait par ailleurs une ténacité inexpugnable et ce soupçon de rouerie du paysan provençal. Enfin, il aimait passionnément sa ville natale et la Provence. Pierre-Émile Philippe Materon était né le 28 octobre 1807 à Marseille, aux 60 rue Saint-Féréol. Son père était géomètre arpenteur. Dès l'âge de 18 ans, il participa à ses côtés aux expertises et aux explorations souterraines et commença à se passionner pour les pierres qui détiennent le secret de l'histoire de notre planète. Vous ne me contredirez pas, mon cher. Pas du tout. Il va au fil des années constituer une impressionnante collection, quasi unique en son genre, de fossiles de Provence. En 1836, à 29 ans, fonctionnaire, il est nommé agent-voyer en chef du département. Il commence alors à dresser, comme on l'a vu, la coupe géologique de la région lors du percement du tunnel de la Nerte. Il établira ensuite la carte topographique des Bouches-du-Rhône au 75 millième. On lui doit également l'atlas paléontologique du Midi qui fait encore référence aujourd'hui. Après le Rhabdodon de la Nerte, il écrivit, à partir de quelques vertèbres et débris d'os et de membres, un gigantesque reptile qu'il croyait proche des crocodiles, sous le nom d'Ipselosaurus priscus. Des études ultérieures ont montré qu'il s'agissait en fait d'un titanosaure et le nom proposé par Materon a été largement utilisé pour désigner les ossements appartenant à ce groupe de dinosaures trouvés en Provence et puis ailleurs dans le sud de la
Dipsilosaurus, les gros œufs de dinosaures de la région. Et vous savez que la Provence est riche en œufs de dinosaures. Hein, c'est ça, la ceinture du Thouars notamment, qui est vraiment le paradis dans ce domaine. Alors justement, monsieur Michel Vincent, qui, à l'instar de Philippe Materon, aime fouiller dans la terre et faire des découvertes, nous apporter quelques éléments dont il va nous parler, qu'il a découvert. Oui, découvert, c'est beaucoup dire. C'est beaucoup dire. Mais ça vient de la région. C'est provençal. Vous avez ici un morceau de houille avec des fougères fossilisées. Ici, vous avez du bois silicifié de Rochefort-du-Gard, qui n'est pas loin. Alors là c'est une autre région. Hein, ça vient de l'Aude. C'est un oursin. Quelques ammonites, une ammonite de Vendée. Une ici qui est assez intéressante, qui est un Dovolé Serras, et qui vient de Saint-Martin d'Ardèche, c'est-à-dire à Salazac, à côté, juste à côté, d'une dépression qu'il y a, on trouve ce genre d'objet. Il paraît d'animaux. qu'il était en il était dans une gang à peu près de 5 kilos. Oui. Et bon, voilà ce que ça a donné après quelques années de travail dessus. Quoi. Ici, vous avez des huîtres, quelques huîtres. Celle-là aussi. Ça faisait un bon repas. Hein. C'est de la région. Hein. Oui, c'est de Tavel, c'est du Miocène. Hein. C'est l'étage Miocène. Alors vous avez un poisson, un fossile de poisson, ici. Et là, alors, très intéressant, ça rejoint ce que disait M. Camous, c'est le doigt d'un iguanodon. L'iguanodon, c'était un herbivore, un dernier herbivore, mais il faisait 3 mètres quand même. Hein. C'était pas rien. Et c'était il avait deux mains comme ça, et le pouce qui est là, il était raide, il se servait que des. Mais ce pouce est là. Ça donne une idée de l'animal. Voilà. 3 mètres de haut, bon, il était gentil, hein. Gentil, c'était un herbivore. Oui. Mais bon. Tout à fait, oui. Voilà. Eh bien, voilà. Donc, M. Michel Vincent est dans la ligne de M. Materon. Oui, dans ma jeunesse. Bien avant, je partais un peu le sac au dos, j'allais un peu fouiller, un peu. Bon, la préhistoire m'a passionné aussi. Là, on pourrait en parler beaucoup aussi. Alors, si vous voulez, pour en revenir un petit peu à Jules Verne, il semblerait que Jules Verne rencontra Philippe Materon, non pas Michel Vincent, mais Philippe Materon, je veux bien voulu. au moment où celui-ci procédait à des fouilles autour de l'étang de Berre. Le romancier fut passionné par sa découverte de la bête, de la nerte, et commença à s'intéresser de près à ces étranges créatures qu'il ne soupçonnait pas, et qui avaient sans doute peuplé notre terre il y a des millions d'années, et que l'on va retrouver dans son fameux roman. Par ailleurs, dans l'équipe de Philippe Materon, se trouvait alors une jeune femme d'une 30aine d'années, aux cheveux blonds comme des épis de blé, Céline Gervais. Minéralogiste, elle était par ailleurs la nièce de Paul Gervais, zoologue de renom. Elle travailla plusieurs années avec efficacité et compétence auprès de Philippe Materon, et puis on perdit sa trace au moment de la Commune de Marseille. On peut imaginer que Jules Verne rencontra Céline Gervais, d'autant plus que dans son roman « Voyage au centre de la Terre », Grauben, la fiancée d'Axel, pupille du professeur Lidenbrock, semble être le portrait, trait pour trait, de Céline. Grauben était une charmante jeune fille blonde, aux yeux bleus, d'un caractère un peu grave, d'un esprit peu sérieux, mais elle ne m'en aimait pas moins. Je revis
la fidèle compagne de mes travaux et de mes plaisirs. Elle m'aidait à ranger chaque jour les précieuses pierres de mon oncle et l'étiquetait avec moi. C'était une forte minéralogiste que mademoiselle Grobin. Elle en eut remontré à plus d'un savant. Elle aimait approfondir les questions ardues de la science. Que de douces heures nous avons passées à étudier ensemble, hein? Et combien j'enviais souvent le sort de ces pierres insensibles qu'elle maniait de ses charmantes mains. Oui, alors il faut préciser que Jules Verne prendra souvent pour modèle de ses personnages certains de ses contemporains. Ainsi, comme on l'a vu dans De la Terre à la Lune, son héros, Michel Ardan, lui a été inspiré par son ami Nadar. Et l'astronome Thomas Black, personnage du Pays des Fourrures, comme Palmyrine Rosette dans Hector Servadac, font penser à Francis Arago, qui présida pendant 50 années l'astronomie française. À Marseille, donc, on vient de le dire, Jules Verne découvre, peut-être certainement pour la première fois, l'existence des dinosaures, qui vont peupler dans son roman le centre de la Terre. Il est symptomatique qu'il commence à écrire son roman, son voyage au centre de la Terre, quelques mois seulement après son séjour à Marseille en Provence et sa rencontre avec Philippe Materon. Je suis donc persuadé que Jules Verne fut très influencé par le professeur marseillais Materon et par tout ce qu'il lui avait appris, même si aucune preuve tangible peut être vraiment apportée à cette assertion, parce qu'on sait finalement très peu de choses. Mais j'ai eu toutefois la chance de rencontrer, il y a quelques années, l'arrière-petit-fils d'un certain Hugues Brunin, un ami ex-soi de Philippe Materon. Comme je lui parlais de l'intérêt que je portais à Philippe Materon et à ses découvertes, il me fit lire quelques lettres que le professeur avait adressées à son ami. L'une d'elles attira particulièrement mon attention. En voici un court extrait. Je suis très touché par le fait que des gens s'intéressent à mes recherches, des gens qui, pour la plupart, ne sont pas des scientifiques. Ainsi, il y a un mois, un jeune avoué parisien qui venait de publier un roman qu'il avait fait s'envoler vers les sommets de la gloire, et qui, de passage à Marseille, avait entendu parler de ma découverte, vint me trouver pour en savoir plus, car il était passionné par toutes les choses un peu extraordinaires. Je lui précisai qu'il n'y avait là rien d'extraordinaire dès lors que l'on considérait que la nature en soi est extraordinaire. Il m'a confié, quelques jours plus tard, qu'il songeait à écrire un roman dans lequel il ferait découvrir à ses lecteurs le monde fascinant des dinosaures. Alors voilà la conclusion que j'en ai tirée. Selon moi, le professeur Materon évoquait assurément sa rencontre avec Jules Verne. Et le roman qui le fait s'envoler dans les sommets ne peut être que 5 semaines en ballon. C'est le premier roman qui a précédé Voyage au centre de la Terre. Enfin, j'en suis pour ma part tout à fait convaincu, même s'il n'y a pas vraiment de preuves tangibles de ce que j'avance. Ce qui est aussi assez étonnant, c'est que le roman Voyage au centre de la Terre va être écrit tout de suite à son retour de Jules Verne à Paris, et il est parmi les quelques 80 romans de Jules Verne, celui qui, enfin, je parle personnellement, qui m'a le plus touché, le plus marqué durant mon enfance. Il date, nous l'avons dit, de 1867. Rappelons brièvement l'histoire. Jules Verne imagine qu'un minéralogiste hambourgeois, le professeur Lidenbrock, découvre un vieux manuscrit du XVIe siècle affirmant que l'on peut se rendre de la Terre au centre de la Terre en passant par le cratère éteint d'un volcan islandais, le Schnorfell. Avec son élève Axel et Hans, le guide irlandais, Lidenbrock se lance dans l'aventure. Et après de multiples péripéties dans les profondeurs de la Terre, où il découvre minéraux et animaux préhistoriques,
les trois hommes se retrouvent tous à la surface, recrachés par la cheminée du volcan de Stromboli. Axel ne dissimule pas son enthousiasme. Ah, quel voyage, quel merveilleux voyage! Entrés par un volcan, nous étions sortis par un autre, et à cet autre situé à plus de 1200 lieues de Schnoffel. De cet aride pays d'Islande, jeté aux confins du monde, les hasards de cette expédition nous avaient transportés au sein des plus harmonieuses contrées de la Terre. Nous avions abandonné la région des neiges éternelles pour celle de la verdure infinie et laissé au-dessus de nos têtes le brouillard grisâtre des zones glacées pour revenir au ciel azuré de la Sicile. En réalité, voyage au centre de la Terre, il faut le prendre comme ça, c'est un voyage, de remontée aux origines de notre planète. Exactement, un voyage initiatique. Jules Verne était un passionné de navigation, nous l'avons dit, et l'on retrouvera la mer partout présente dans tous ses romans, et même dans Voyage au centre de la Terre. Il nous fait vivre à bord d'un radeau, à la traversée, il nous fait vivre la traversée tumultueuse d'une mer intérieure. Au cours de celle-ci, surgissent des flots, deux monstres que le professeur identifie aussitôt. Le premier est le plus redoutable des reptiles antidiluviens, l'ichthyosaure. L'autre, c'est le serpent caché dans la carapace d'une tortue, le terrible ennemi du premier, le plésiosaurus. Le combat des deux monstres, décrit par Axel, est un véritable morceau d'anthologie. J'ai devant les yeux deux reptiles des océans primitifs. J'aperçois l'œil sanglant de l'ichthyosaure, gros comme la tête d'un homme. On l'a justement nommé la baleine des sauriens, car il en a la rapidité et la taille. Celui-ci mesure pas moins de 100 pieds. Et je ne peux juger de sa grandeur qu'à quand il redresse au-dessus des flots ses nageoires verticales de sa queue. Sa mâchoire est énorme, et d'après les naturalistes, elle ne comporte pas moins de 182 dents. J'en avais, mais je ne vous les ai pas apportées. Le plésiosaurus, serpent à tronc cylindrique, à queue courte, a des pattes disposées en forme de rame. Son corps est entièrement revêtu d'une carapace et son cou, flexible comme celui d'un cygne, se dresse à 30 pieds au-dessus des flots. Ces animaux s'attaquent avec une indescriptible furie. Ils soulèvent des montagnes de liquide qui refluent jusqu'au radeau. 20 fois nous sommes sur le point de chavirer. Des sifflements d'une prodigieuse intensité se font entendre. Les deux bêtes sont enlacées, je ne puis les distinguer l'une de l'autre. Il faut tout craindre de la rage du vainqueur. 1 heure, 2 heures se passent. La lutte continue avec le même acharnement. Les combattants se rapprochent du radeau et s'en éloignent tour à tour. Nous restons immobiles, prêts à faire feu. Soudain, l'ichthyosaure et le plésiosaurus disparaissent en creusant un véritable maelstrom au sein des flots. Plusieurs minutes s'écoulent. Le combat va-t-il se terminer dans les profondeurs de la mer? Le monstre est blessé à mort. Je n'aperçois plus son immense carapace. Seul son cou se dresse, s'abat, se relève, se recourbe, cingle les flots comme un fouet gigantesque et se tord comme un ver coupé. L'eau rejaillit à distance considérable, elle nous aveugle. Et bientôt l'agonie du reptile touche à sa fin, ses mouvements diminuent, ses contorsions s'apaisent, et ce long tronçon de serpent s'étend comme une masse inerte sur les flots calmés. Quant à l'ichthyosaure, a-t-il donc regagné sa caverne sous-marine, ou va-t-il réapparaître à la surface de la mer? Vous saurez la réponse en lisant ou en relisant Voyage au centre de la Terre.
Et bien donc, après le succès, parce que ce roman va avoir un succès absolument phénoménal pour l'époque, donc après sur le succès phénoménal de Voyage au centre de la Terre, Jules Verne va enfin réaliser son rêve. Vous vous en souvenez? Voyager. Ah, voyager, non, certes pas au centre de la Terre, non, ou vers la Lune, mais entre Le Havre et Dunkerque, c'est peut-être pas si mal que ça quand même, sur le Saint-Michel, un yacht qu'il avait pu s'offrir grâce à ses premiers succès littéraires et sur lequel il écrivit 20 000 lieues sous la mer, sous les mers. À bord du Saint-Michel, il voguera également en Méditerranée. Enfin, il se rendra en Amérique et il découvrira avec étonnement le Nouveau Monde et son gigantisme. À propos de l'Amérique, parmi les écrits les moins connus de Jules Verne, il en existe un qu'il destina à un magazine américain en 1889 et qui est particulièrement impressionnant. Dans celui-ci, il s'amuse à faire des prédictions sur ce qui pourrait être la vie en Amérique à 1000 ans de là. Il faut bien avoir à l'esprit qu'à l'époque de Verne, les puissances européennes dominaient le monde. Eh bien, il voyait déjà les États-Unis comme une superpuissance, régnant non seulement sur tout le continent américain, mais annexant également l'Angleterre comme colonie et asservissant économiquement les autres pays. Dans ce lointain futur américain, les magnats de la presse régnaient en maître sur un empire de téléphonie journalistique, une anticipation de la radiodiffusion. Il imagina même une sorte de webcam appelée phonotéléphote, grâce à laquelle des personnes situées à des milliers de kilomètres les unes des autres pouvaient se voir et se parler. Insensé. Concernant l'environnement, alors là, il n'envisageait vraiment rien de bon. Il eut la vision d'un pays où d'immenses panneaux publicitaires s'élevaient jusqu'au ciel et où les campagnes entières étaient traversées en tous sens de câbles électriques pareils à une toile d'araignée. Et puis Jules Verne, au fait de sa gloire, va connaître les premiers affres de la maladie. Il sera soigné vigoureusement, mais seule la morphine parvient à calmer ses douleurs, au point qu'il lui consacra un poème à ce jour inédit, car Jules Verne était aussi poète à ses heures. Il a écrit des pièces en vers, il faut le rappeler. Voici ce sonnet qui est intitulé « À la morphine ». Prends s'il le faut, docteur, les ailes de Mercure, pour m'apporter plutôt son baume précieux. Le moment est venu de faire la piqûre qui, de ce lit d'enfer, m'enlève vers les cieux. Merci, docteur, merci. Qu'importe la cure, maintenant se prolonge en des jours ennuyeux. Le divin baume est là, si divin qu'Épicure aurait dû l'inventer pour l'usage des dieux. Je le sens qui circule, qu'il me pénètre de l'esprit et du corps ineffable bien-être. C'est le calme absolu dans la sérénité. Ah, perce-moi 100 fois de ton aiguille fine, je te bénirai 100 fois, sainte morphine, dont Esculape eût fait une divinité. Voilà. Alors Jules Verne, à peu près rétabli, peut-être à cause de la morphine, j'en doute, mais affaibli moralement en tout cas, comme physiquement, deviendra le solitaire. Le solitaire, l'ermite d'Amiens, comme on le surnomma alors. Profondément affecté par la mort de Hetzel, son éditeur, il sort moins, reçoit moins, même ses amis les plus proches. Mais, contrairement à ce que l'on a pu dire, il ne se transforma jamais vraiment en ermite, bien au contraire. Il reste toujours très ouvert sur les autres et curieux de tout. Il aime s'entourer de très jeunes gens qui admirent et respectent celui qui est devenu une personnalité considérable et ressemble de plus en plus physiquement à Victor Hugo, son maître. Dans son œuvre,
le modèle du couple constitué d'un homme mûr, plein d'expérience, et d'un jeune garçon avide d'apprendre et auquel il accorde son affectueux soutien, est une constante. Ainsi en est-il dans Les enfants du capitaine Grant, du jeune Robert Grant et de son ami protecteur Lord Glenarvan, ou encore dans Les naufragés du Jonathan, dans lequel il décrit cette relation idéale qui lie un adulte, Cowcher, et un jeune garçon, Alg, le seul capable d'émouvoir cet homme désenchanté. Déjà, on retrouvait ce duo dans Voyage au centre de la Terre avec le professeur Lidenbrock et son jeune assistant Axel. Alors, on a dit, et c'est vrai qu'on décèle une certaine misogynie dans l'œuvre de Jules Verne, qui s'explique peut-être par le fait que même après la naissance de son fils unique, Michel, il ne trouva pas dans Honorine, son épouse pourtant dévouée, la véritable amie, la confidente dont il avait besoin et dont il aura de plus en plus besoin l'âge venant, car il souffrait de voir les années passées et n'acceptait pas les conséquences sur son physique et sur sa santé. Il retrouvait une certaine motivation auprès de ses jeunes admirateurs. Par ailleurs, il rêvait d'être un peu, en quelque sorte, le Lord Glenarvan ou le professeur Lidenbrock pour un jeune disciple. Ce disciple, ce cœur pur et enthousiaste, il crut le trouver lorsqu'il croisa, par hasard, un tout jeune étudiant débraillé aux manières discutables qui affichait de surcroît des idées subversives, à savoir socialistes. Il se prit d'affection pour ce garçon aux origines modestes mais intelligent et qui possédait le génie de l'assimilation. Le jeune homme en question sera plus tard plusieurs fois ministre et président du Conseil à 47 ans, ce qui était sous la Troisième République une performance. Il s'appelait Aristide Briand. Né à Nantes en 1862, dans une famille d'origine très modeste et où la vie n'offrait guère d'espoir, le jeune Aristide était impressionné par celui qui avait ouvert les portes d'un monde où tout était possible, où, pour tout le monde, et grâce essentiellement aux découvertes scientifiques, un monde merveilleux et qui était pourtant le nôtre, ou qui le sera bientôt. Mais il était aussi très émoustillé par toutes les femmes superbes qu'il croisait, bourgeoises en mal d'aventure, aux toilettes affriolantes et aux sourires avenants, dont certaines auraient pu être sa mère. Et il lui arriva d'ailleurs une mésaventure regrettable. Elle est notoire, on l'a maintes fois ressassée. Certains l'ont étalée avec une cruelle insistance. Au demeurant, sa faute n'était pas si grave. Il témoignait en fait d'un peu trop d'ardeur juvénile et il n'eut pas de chance. Et peut-être l'intraitable garde champêtre qui le verbalisa à cette occasion avait-il été alerté, apostrophé par les adversaires politiques du petit délinquant. Quoi qu'il en soit, il fut radié au barreau de Saint-Nazaire, où il s'était inscrit quelques mois plus tôt, et lié pour longtemps à sa complice, Jeanne Noutot, je peux citer le nom, il y a prescription, une femme mariée donc à l'époque de la bonne société, bien entendu, disqualifiée à cause de lui, dont sa conscience lui enjoint de se charger et qui plus tard lui fera regretter souvent sa générosité. Ça c'est une autre affaire, une autre histoire. Le jeune homme décida donc de quitter la vertueuse province qui le montrait du doigt et de monter à Paris, laissant Jules Verne un tantinet désemparé, bien qu'approuvant sa décision. En parlant de son protégé, l'écrivain aurait confié alors à un ami provençal que quand on était jeune, que l'on avait quelques talents et que l'on voulait réussir, quelle que soit sa condition sociale, il fallait vivre absolument dans une grande ville, Paris, Lyon, Bordeaux, et que lui, à la place d'Aristide, aurait choisi Marseille. Oui, Marseille. Marseille, la ville de France la plus ouverte sur l'aventure, la ville de la bête mystérieuse de la Nerte, celle qui fut à l'origine de l'un de ses premiers et plus fantastiques romans. En 1886, le neveu de Jules Verne, Gaston, venu semble-t-il lui demander de l'argent,
tire 2 balles de revolver sur l'écrivain, qui le blesse aux jambes et lui causeront une boiterie définitive. Mais il réagira positivement et pour exorciser ses doutes et ses craintes, il se lancera dans la politique. En 1888, il est élu au conseil municipal d'Amiens sur une liste républicaine, gauche modérée. Il y siégera 15 ans, s'occupant en fait presque exclusivement de questions culturelles. Il participe également aux réunions de sociétés savantes et travaille toujours assidûment, fidèle à ce vœu formulé jadis à Hetzel. Ce que je voudrais devenir avant tout, c'est un écrivain. Mais il semble désormais de plus en plus, comment dirais-je, désabusé et pessimiste sur l'utilisation négative faite par l'homme de sa technologie. Imaginons les bombes à fragmentation, les missiles téléguidés et les instruments de tortures électriques dans ses premiers romans, comme ses derniers romans, comme L'île à Hélice en 1895, qu'il faut absolument lire, c'est assez phénoménal. Le journaliste Adolphe Brisson, qui croise dans les jardins d'Amiens en 1898 le notable qu'il est devenu, est frappé par de l'extrême douceur répandue sur ses traits. Elle va presque jusqu'à la timidité. Il a des yeux d'un bleu très tendre, une voix discrète, des gestes attentifs et menus, l'allure d'un ingénieur distingué qui n'est pas sorti de son cabinet ou d'un dignitaire de l'administration des finances. Jules Verne est atteint de cataracte en 1900. Au début de 1903, il présida le groupe espérantiste d'Amiens, ardent défenseur de cette toute jeune langue internationale. Il promet d'écrire un roman, il promet à ses amis d'écrire un roman où il décrirait les mérites de l'espéranto. Mort prématurément, son livre ne sera pas achevé, le brouillon sera repris par son fils Michel, mais l'œuvre finale, qui devait s'appeler L'étonnante aventure de la mission Barsac, ne fera pas allusion à l'espéranto. Pourtant, des manuscrits retrouvés plus tard nous font découvrir le véritable titre de ce roman, Voyage d'études. C'est le titre qu'on a trouvé, et que l'espéranto devait y tenir une place très importante. Il faisait dire à l'un de ses héros, l'espion, l'espéranto c'est le plus sûr, le plus rapide véhicule de la civilisation. Et il avait dit aussi dans son entourage, la clé d'une langue commune perdue dans la tour de Babel ne peut être refaite que par l'utilisation de l'espéranto. Malade de diabète, se déplaçant de plus en plus difficilement, pratiquement aveugle, Jules Verne n'en continua pas moins à voyager en rêve, aidé probablement par Sainte Morphine, sans quitter son petit cabinet aménagé en haut de la cage d'escalier de sa maison d'Amiens. Cependant, son succès était si considérable, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, que la légende s'empara de lui de son vivant. Ses lecteurs s'imaginèrent même que Jules Verne avait accompagné tous ses héros en Asie, en Afrique, en Océanie, en Amérique et au-delà, en tuant le fauve en leur compagnie. En fait, il n'avait été qu'une seule fois à la chasse et avait tiré sur le chapeau d'un gendarme. Il avait pris le bicorne pour un lièvre. Mais cela l'amusait beaucoup quand on lui disait « Ah, monsieur Jules Verne, comme je vous envie, vous en avez tant fait dans votre vie !» Jules Verne s'éteindra le vendredi 24 mars, donc un 24 mars, mais de l'année 1905, à Amiens, dans sa maison du 44 boulevard Longueville, aujourd'hui boulevard Jules Verne. Le 28 mars, jour de ses obsèques, au cimetière de la Madeleine, à Amiens, apparut un Anglais, raide comme un pieu. Un Anglais en tenue de voyage, casquette et Macfarlane. Un Anglais figé dans sa respectabilité et serrant les mains de la famille Verne en répétant « Courage, courage dans la dure épreuve qui vous atteint !» Un murmure courut alors dans l'assistance. « Phileas Fogg,
C'est Phileas Fogg. Ah oui. Jules Verne avait si admirablement réalisé ses rêves et donné si intensément la vie à ses personnages imaginaires que personne ne douta ce matin-là que le maître de Passepartout était venu de Londres pour s'incliner devant le corps de l'homme qui avait su révéler au monde son étonnant pari de Clubman, faire le tour du monde en 80 jours. Je vous remercie.